Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Merci de nous avoir rejoints pour cette session consacrée aux tests Covid-19 et à leur interprétation. Vous allez entendre successivement Andrea Lasserre du service évaluation économique et de santé publique de la HAS, puis Patricia Minaya Flores du service évaluation des actes professionnels. Elles vont vous faire une présentation d'une dizaine de minutes, à l'issue de laquelle nous avons prévu un temps d'échange de questions-réponses d'environ 20 minutes. Vos micros et vos caméras ont été désactivés, mais vous avez la possibilité d'interagir à tout moment avec nous via le chat qui se trouve à droite de votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et puis à nous faire part d'éventuels problèmes techniques. Je vais tout de suite leur céder la parole pour leur présentation. Andrea. Merci Caroline. Donc, nous sommes ici avec Patricia et pour vous parler sur les tests sérologiques. Et donc, Patricia et moi avons été mobilisés depuis les mois de mars pour évaluer la place de tests sérologiques dans la stratégie de prise en charge de la maladie COVID-19, qui s'est matérialisée dans la production de plusieurs documents que vous pouvez trouver dans les dossiers dédiés dans les sites de l'HAS. Nous allons ici faire l'exercice de synthétiser l'information qui pourrait être pertinente pour votre pratique. Dans la diapositive suivante, et comme vous le savez, depuis l'émergence du SARS-CoV-2, la communauté scientifique s'est très mobilisée pour essayer de comprendre d'une part la cinétique virale, mais aussi la cinétique de développement d'anticorps pour pouvoir agir sur le dépistage, le diagnostic et la prise en charge des patients. Il y a une multitude d'informations qui n'est pas toujours convergente, mais ici, nous nous concentrerons sur les patients qui sont symptomatiques, sans signe de gravité, qui sont suivis en ville. Les schémas qu'on vous présente ici, il est très simplifié pour aller droit au message que vous devez retenir. Concernant le virus, les études cliniques et virologiques qui ont porté sur des échantillons biologiques prélevés à intervalles réguliers chez des cas confirmés montrent que l'expression du virus est maximale dans les voies respiratoires supérieures, et nez et gorge, au début de la maladie, dans les 3 jours qui suivent l'apparition de symptômes. La période d'incubation de la maladie, c'est-à-dire les temps écoulés entre l'exposition au virus, donc l'infection et l'apparition de symptômes, est de 5 à 6 jours, mais elle peut aller jusqu'à 14 jours, ce qui explique la durée d'isolement. Pendant cette période, certaines personnes infectées peuvent être contagieuses pendant 1 ou 3 jours qui précèdent l'apparition de symptômes. Donc, on sait quand l'expression virale commence, mais nous ne savons pas très clairement quand cela finit. Mais cela pourrait aller jusqu'à 8 jours chez les patients atteints d'une forme bénigne et jusqu'à 20 jours chez les patients qui sont hospitalisés. Mais ici, on n'en s'occupe pas. Donc, par ailleurs, des résultats positifs à un test par amplification génique, par PCR, peuvent persister plusieurs semaines chez certains patients, mais c'est surtout des patients qui sont très graves. Concernant la production d'anticorps, l'exposition au virus provoque une réponse immunitaire dont la production des IgG et des IgM va apparaître en même temps. Et ceci a été vu à partir d'environ 10 jours après le symptôme et chez la plupart des cas à partir des J14. La décroissance des anticorps, encore une fois, n'est pas très bien connue en fait. On sait quand ça démarre, mais on ne sait pas trop jusqu'où ça peut aller. Dans la diapositive suivante, en fait, on va vous raconter comment toute cette information peut vous être utile. Et premièrement, si vous recevez un patient qui présente les symptômes et pour qui la maladie est fortement suspectée, il faudra faire un test RT-PCR entre J1 et J7 après le début de symptômes. Sinon, il faudra attendre jusqu'à J14 pour faire un test sérologique. Pour les cas contacts, par exemple, un membre du foyer du patient avec un diagnostic confirmé, on fera une RT-PCR à partir des J10 et seulement les tests sérologiques après 20 jours après l'exposition. Et dans la diapositive suivante, Patricia vous expliquera comment interpréter les tests biologiques. Merci Andrea. La conduite à tenir face à un patient suspect de COVID-19 va dépendre de la force de la suspicion. Face à un patient qui retourne au cabinet avec un test RT-PCR positif, c'est toute la démarche de contact tracing qui sera déclenchée pour l'entourage du patient
et nous y reviendrons plus tard sur ce point si vous avez des questions. Bien évidemment, le patient continuera son isolement à minima 8 jours et cette durée se verra allongée si le patient continue à présenter de la fièvre ou une dyspnée jusqu'à 48 heures après la fin de celle-ci. Il est important de renforcer la surveillance entre J6 et J12 puisque les données sur l'évolution de la maladie nous montrent que la santé de la plupart des patients qui développent une forme grave se détériore durant la 2e semaine. Dans la diapositive suivante, nous allons voir que l'interprétation d'un test RT-PCR qui revient négatif est plus compliquée. En premier lieu, s'il s'agit d'un patient avec une forte suspicion de COVID-19 et si nous sommes toujours dans la fenêtre pour réaliser un test RT-PCR, alors la HAS recommande de retester le patient le plus rapidement possible et ceci donc doit être fait entre J2 et J7 après le début des symptômes. À défaut, la confirmation du diagnostic pourra être faite en réalisant un test sérologique à partir de J14 après le début des symptômes. Dans les autres cas, le médecin généraliste devra tout d'abord se questionner sur la validité du test en prenant en compte les raisons qui pourraient expliquer un faux négatif. Est-ce que le prélèvement a été correctement réalisé? Il faudra interroger le patient si l'écouvillonnage a été réalisé de façon assez profonde. Une deuxième hypothèse peut être que le test a été réalisé trop tard et de ce fait, le virus ne pouvait plus être isolé à partir d'un prélèvement nasopharyngé. Dans tous les cas, un des messages clés que nous voulons vous faire passer est qu'en cas de suspicion forte, la conduite à tenir est la même que pour un cas RT-PCR positif, c'est-à-dire maintien de l'isolement, recherche de contacts et prescription des masques chirurgicaux. Alors, quelle interprétation pour les tests sérologiques? Le premier réflexe doit être de vérifier que le kit utilisé correspond à l'un des tests homologués par le ministère. Il s'agit là des tests validés par le CNR des maladies infectieuses, dont la grippe. Et c'est une information qui doit obligatoirement apparaître dans le compte rendu de biologie médicale. Ensuite, un test positif indiquera seulement que le patient a rencontré le virus et viendra donc confirmer un diagnostic syndromique si c'est le cas. À ce jour, un test sérologique positif n'est pas gage de protection à une deuxième infection par SARS-CoV-2 et il faudra donc souligner aux patients qui se présentent avec un test sérologique positif qu'ils doivent continuer à respecter les mesures barrières et de distanciation physique. Dans les cas des patients qui reviennent avec un résultat négatif, après avoir vérifié également si le test est homologué par le ministère, le médecin généraliste devra analyser les raisons pour lesquelles ce test pourrait être un faux négatif, comme par exemple un test réalisé trop tôt. Enfin, pour un patient avec une faible suspicion, dans un contexte peu épidémique ou après 2 RT-PCR négatives, avec des prélèvements correctement réalisés dans la bonne fenêtre, le médecin généraliste pourrait aussi remettre en cause le diagnostic de COVID-19. Merci Andrea, merci Patricia. Peut-être une question aussi pour Patricia. Là, dans la mesure où actuellement on est quand même dans un contexte épidémique un petit peu évolué, on voit une diminution de la circulation virale. Est-ce que selon vous, ça change la conduite à tenir du médecin généraliste dans sa pratique quotidienne? Les recommandations que nous avons justement publiées récemment pour les médecins généralistes avec des fiches explicatives sur à quel moment les tests doivent être réalisés et comment les interpréter ont été rédigées justement pour une phase après confinement qui est une phase liée à une faible circulation du virus. C'est ce qui est très important de comprendre, c'est que la suspicion d'un cas, elle est due à la présence des symptômes, mais aussi à l'exposition que le patient a pu avoir dans son entourage. Donc, il faudra bien évidemment que lors de l'interrogatoire qu'on fait au patient, il faudra bien évidemment voir s'il a été exposé, quelle est la façon dans laquelle il fait le transport à son travail, est-ce qu'il est en contact avec d'autres personnes? Est-ce qu'il a une profession à risque? Et là, on pourra bien évidemment
faire un diagnostic basé non seulement sur la symptomatologie, mais aussi sur l'exposition. Alors, dans des cas où dans une région, le virus, on voit très bien qu'il ne circule pas, l'hypothèse que ces patients aient un diagnostic de COVID-19, il sera inférieur. À d'autres cas où, à des cas où dans des régions où le virus circule beaucoup plus activement. Pendant combien de temps le test PCR peut-il rester positif Oui, je vais tenter de répondre à la question sur la durée d'un test PCR positif, qui est assez variable. Donc, la figure que nous avons montrée, c'est une figure qui décrit, en fait, qui résume les articles qui ont été publiés. Et vous savez très bien que les articles qui ont été publiés concernent beaucoup les personnes qui ont été hospitalisées et pour lesquelles il y a eu un suivi du début et je ne dirais pas jusqu'à la fin de l'hospitalisation, mais pour beaucoup, oui. Et il y a eu même une durée de suivi plus tard. Donc, pour la plupart des patients, la durée de test positif est entre les premiers jours de début de symptômes jusqu'à J8. Et je parle de résultats qui sont faits à partir d'un prélèvement nasopharyngé. Il est vrai que dans la littérature, c'est décrit qu'il y a des cas qui sont positifs un peu plus tard. Mais ça concerne notamment des patients qui ont été hospitalisés. Il y a des cas qui sont un peu plus sévères. Mais moi, je n'ai pas d'autres informations concernant les patients qui sont suivis en ville. Merci Andrea. Je crois que Patricia a des éléments sur sensibilité, spécificité. Question qui a été aussi posée dans le chat. Je te passe la parole. Oui, merci Caroline. Alors, la sensibilité et la spécificité va varier par rapport aux marques des tests qui sont dans le marché. En France, la HAS s'est rapidement positionnée avec un cahier des charges pour avoir des critères minimaux qui assurent la qualité des tests qui seront utilisés dans les laboratoires. Donc, nous avons un cahier des charges pour les tests RT-PCR et un cahier des charges pour les tests sérologiques. Pour les tests sérologiques, nous avons demandé une sensibilité minimale de 90% et une spécificité minimale de 98%. Il s'avère qu'il y a beaucoup de tests qui font mieux que ça. Et ces tests sont validés par le CNR, comme je disais tout à l'heure, des maladies infectieuses respiratoires, dont la grippe. Et ce sont les tests que nous retrouverons et que vous pouvez retrouver dans le website du ministère de la Santé avec toute une liste de tests homologués. Donc, on peut s'assurer que ces tests fonctionnent bien, justement grâce à cette liste-là et à sa vérification. Après, dans l'utilisation des tests, comme nous avons en parlé dans un de nos rapports, il ne va pas seulement dépendre de la sensibilité et de la spécificité du test. Il y a la prévalence qui va jouer énormément sur la capacité de ces tests à repérer, à ne pas avoir trop de faux négatifs ni de faux positifs. Donc, dans une région où la prévalence est très faible, qui n'a pas été beaucoup touchée par le virus ou là où le virus n'a pas beaucoup circulé, on va avoir beaucoup tendance à avoir des résultats faux positifs avec des tests sérologiques. En ce qui concerne les tests RT-PCR, on sait qu'il y a jusqu'à 30% de tests faux négatifs et ceci est dû généralement pas vraiment à la performance du test en lui-même, mais à la réalisation d'un mauvais couveillonnage ou du fait que le test n'est pas réalisé dans la bonne fenêtre. Voilà. Je crois qu'Andrea avait des éléments sur la négativation des tests PCR, c'est ça? Pour répondre à la sérologie qui peut se négativer, c'est une question qui se pose régulièrement des médecins qui ont notamment été confrontés à des cas qui avaient été diagnostiqués à partir de la syndromique, qui avaient vraiment tous les symptômes et qui faisaient suspecter vraiment la COVID-19
en pleine période en mars, en avril, et qui aujourd'hui font une sérologie et qui la retrouvent négative et qui interpellent. Et ça, c'est un cas qui nous a été remonté. Et par rapport à la négativation de la sérologie, des problèmes que nous avons pour vous répondre, c'est qu'en fait, les virus, il est trop récent et la cinétique des productions d'anticorps, elle n'est pas complètement comprise parce que le suivi n'a pas encore été bien décrit dans la littérature. Donc, il y a des articles qui montrent qu'il y a des cas qui ont des anticorps encore à 2 mois, à 3 mois après le suivi, mais nous n'avons pas encore suffisamment de recul pour vous dire à partir de quel moment cette sérologie elle peut se négativer. C'est une grande question en fait, pour laquelle on n'a pas toutes les réponses. Et concernant l'effet qu'il y ait des tests avec des croisements avec un autre SARS-CoV non Covid-19, et moi, en fait, je pense pas que les tests qui ont été validés par les CNR Pasteur qui sont publiés sur les sites et soit des tests qui vont avoir un croissement. Je pense que les tests qui ont un beau taux de sensibilité et spécificité, comme il vous l'a expliqué Patricia tout à l'heure, ne sont pas des tests qui vont avoir justement une activité croissée. Merci beaucoup, Andrea. Je crois que Patricia a des éléments d'information pour la question qui concernait l'enfant. En ce qui concerne les enfants, la recommandation n'est pas d'aller tester tous les enfants qui font de la fièvre en crèche, si c'est ça la question. Pour l'enfant, nous allons vraiment prendre en compte l'exposition que cet enfant aurait pu avoir au sein de sa famille ou pas. Des études récentes montrent que les enfants ne sont pas si contaminants qu'on croyait au début. Alors, et faire un geste d'RT-PCR chez un enfant avec un prélèvement nasopharyngé est un peu dur, on va le dire comme ça. Et de ce fait, on ne peut pas tester tous les enfants qui font de la fièvre. Et il va falloir vraiment, encore une fois, voir la symptomatologie d'un côté et l'exposition de l'autre. Et effectivement, les tests salivaires pourraient être une solution dans ces cas-là et dans d'autres cas où on fait beaucoup de tests de façon répétée. Pour l'instant, la HAS n'a pas évalué ces tests. Nous maintenons une veille scientifique avec, comme notre interlocuteur le dit, il y a des études qui sont en cours et on attend qu'ils soient publiés et nous espérons qu'ils soient bien menés pour pouvoir avoir des réponses scientifiques à apporter concernant les tests salivaires. Je crois que Patricia a quelques éléments de précision sur la question qui concerne le score de probabilité. Je lui repasse la parole. Merci. Nous savons qu'il y a des équipes qui sont en train de développer des scores de probabilité clinique, effectivement. Pour l'instant, nous ne les avons pas encore évalués. Nous sommes dans l'attente des études cliniques qui comparent ces tests-là avec d'autres tests qui sont déjà évalués et validés. Oui, il nous est posé une question sur la durée de contagiosité asymptomatique, plus particulièrement dans le cadre du personnel des EHPAD qui reviennent des vacances et quelle conduite à tenir. C'est une question assez intéressante. Un test RT-PCR positif ne va pas forcément indiquer que le patient n'est pas contaminant, que votre personnel n'est pas contaminant. Alors, nous, ici, on recommanderait qu'il faudrait attendre la quatorzaine, en fait. En fait, il faut, avec les graphiques qu'on vous a montrés, il faut se mettre toujours dans la perspective que si on veut se protéger les uns aux autres, protéger des patients, des personnels, c'est pas un test RT-PCR qui va le faire. Il faut continuer les mesures barrières, il faut continuer la distanciation physique et il faut prendre un délai de 14 jours pour tous les contacts qui pourraient être à risque. Il y a le point sur la durée de contagiosité des asymptomatiques qui vient d'être posé. Je pense qu'on pourra terminer sur ce point. Andrea, quelques éléments? Très bien, Andrea. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'éléments pour répondre à cette question parce qu'il n'y a pas beaucoup de publications sur, vu qu'ils sont asymptomatiques, ils sont pas repérés et quand ils sont repérés,
c'est déjà tard, on va dire. Et donc, sur la durée des contagiosités, peut-être qu'ils sont aussi contagieux que les cas qu'on arrive à dépister, qui sont symptomatiques. Donc, la durée des contagiosités, c'est, on sait qu'ils sont contagieux 3 jours avant et 7 jours après le début des symptômes. Mais franchement, je sais pas plus d'éléments pour nourrir cette question. Merci beaucoup. Merci Patricia, merci Andrea. Je pense que nous avons terminé et les questions et l'horaire dédié à cette session. Donc, je vous rappelle que la présentation sera accessible sur le site de la HAS et celle du CMGF et que l'enregistrement de cette session sera accessible jusqu'en décembre sur le site du CMGF. Très bonne journée à tous.